Retournez à votre place, avait claqué comme une porte de métal. Un siège de direction s'était levé d'un coup, la voix glacée du PDG tranchant l'air du salon privé. Hawa, la femme de ménage noire qui nettoyait la grande baie vitrée, s'était figée. Le mot sonnait comme une condamnation et comme une évidence blessante qui venait de trouver un écho dans la gorge de la salle. Le silence qui suivit fut lourd. Il sentait le café renversé et la laque des meubles. On entendait le cliquetis des couverts dans la cuisine voisine et le souffle court d'un groom qui revenait d'une course. Elle sentit sous ses chaussures le carrelage froid et vit dans la vitrine les néons qui dessinaient des traits d'argent sur son tablier taché. Hawa avait 29 ans. Elle nettoyait les grandes maisons et faisait vivre sa mère à Évry. Elle espérait économiser pour des études de son fils. Elle entendit le mot encore une fois, pas comme une explication, mais comme un verdict. « Retournez à votre place », dit Lucien Moreau, le PDG, d'une voix sèche. « Je ne suis pas à votre service », répondit Hawa, plus fort qu'elle n'y pensait. « Vous n'avez rien à faire ici », railla-t-il. « Je travaille pour gagner ma vie », dit-elle. Les rires se mêlèrent au choc. Dans la rue, la circulation semblait s'être arrêtée. Dans le café d'en face, la barista posa sa main sur la tasse comme pour mesurer la température d'une colère qui bouillonnait. Ce geste humiliant allait créer une onde que personne dans la salle n'imaginait alors. Si cette histoire vous touche, activez la clochette et restez jusqu'au bout pour voir comment une injure devient un mouvement. Ce qui paraissait n'être qu'un mot allait devenir le début d'une lutte pour la dignité du travail. Au rez-de-chaussée, la nouvelle se répandit comme une tache d'huile. La cuisine où Hawa travaillait était petite et chaude. L'odeur du bouillon flottait et la radio crachetait les nouvelles du matin. Les collègues se rassemblèrent autour d'elle, on sentait le poids du savon sur leurs mains et la poussière qui tombait des nappes. « Tu vas bien ?» demanda Fatou en prenant la main d'Hawa. « Je vais », répondit-elle sans sourire. « Il a dit quoi exactement ?» demanda Karim en appuyant sur la table. Le bruit des coudes sur le bois résonna. « Retournez à votre place », reprit Hawa pour que personne n'oublie l'exactitude du mot. « C'est inacceptable », souffla Leïla. « On ne peut pas laisser passer ça », dit Jean-Marc en regardant autour comme s'il cherchait un micro. « Et si on filmait ?» proposa Sophie, le téléphone déjà sorti, la lumière bleue de l'écran éclairant son visage. « Non, pas pour le buzz », dit Malik, « pour avoir une preuve. »« On doit prévenir le syndicat », ajouta Claire, la voix ferme. « Et écrire une lettre », dit Fatou. « On va frapper à la porte de l'hôpital. »« Mairie », murmura Karim. Les paroles se succédèrent, 8 voix qui se répondaient, 9 points de vue qui formaient un début de plan. Les gestes accompagnèrent les mots, les tasses claquèrent, l'humidité sur les murs sembla s'épaissir. La solidarité prit la forme d'un café partagé et d'un enregistrement envoyé en messagerie. « Nous ne sommes pas des ombres », murmurèrent plusieurs d'entre eux. Non pas comme un slogan, mais comme une promesse battue au rythme des respirations. Le collectif se mettait en marche, fragile et déterminé. La colère devint procédure. Hawa et ses collègues prirent rendez-vous avec le syndicat local et une ONG de défense des travailleurs. Le bureau de liaison sentait la colle des affiches et la cire des tables. On voyait des tracts empilés sur la table. Le sol portait les marques des chaussures de ceux qui revenaient de manifestations. Le récit d'Hawa se trouva mis par écrit, sa voix enregistrée, ses mots transcrits par Fatou. Sa backstory prit forme pour ceux qui voulaient comprendre pourquoi elle acceptait de parler. Hawa était arrivée en France à 18 ans. Elle avait travaillé dans des maisons, des hôtels, des crèches. Elle avait connu des heures de surmenage et des week-ends sans repos. Elle avait appris à sourire quand on la regardait, comme si elle était ancrée au sol, et à compter chaque euro pour envoyer des colis au pays. Elle avait un fils, prénommé Omar, qui rêvait de devenir mécanicien. Ses ressources n'étaient jamais suffisantes pour un avenir sans peur, mais elles suffisaient pour dire la vérité. Elle avait toujours choisi le travail plutôt que la plainte, parce que la plainte coûtait du temps et de la réputation. Ce besoin de dignité était au centre de sa vie et expliquait sa trajectoire, pris 2 paragraphes de confidence où la voix tremblait puis se durcissait. Les militants notèrent ses dates d'embauche, ses contrats, ses fiches de paie qui montraient des anomalies. La revendication prit une forme précise, une lettre de dénonciation adressée à la direction du groupe, à la mairie et au syndicat national. On nomma des témoins, on demanda des copies des caméras de sécurité et on contacta un avocat. Jean-Marc prit la tâche d'envoyer les courriels, Leïla coordonna les témoignages, Malik enquêta sur des précédents, Sophie géra la partie en ligne et Claire lia le dossier au syndicat. 8 noms et 8 actions, un réseau qui structurait la douleur en dossier. La plainte franchit les premières barrières administratives et le mot humiliant devint une pièce jointe.
La diffusion passa par les réseaux. Ils élaborèrent une stratégie simple et ciblée. L'office du récit devait toucher la communauté d'abord, puis la presse. Les messages utilisaient des photos de la blouse tachée, des extraits audio et la phrase qui revenait comme un refrain. Ils créèrent la hashtag « Nous ne sommes pas des ombres » et préparèrent une série de posts qui alternaient témoignages intimes et documents factuels. La page Facebook monta son premier post avec une vidéo de 30 secondes où on entendait la voix d'Awa et le mot prononcé par le PDG. Le texte était court, explosif et directionnel. Un PDG a dit à notre collègue de retourner à sa place. Nous demandons des excuses publiques et des réparations. Les premiers commentaires furent des soutiens de voisins et d'anciens employeurs. Une radio locale reprit l'histoire, un blogueur spécialisé dans les droits du travail fit un thread détaillé et la vidéo commença à circuler dans des groupes de quartier. On décrivit la stratégie de hashtags, le choix des heures de publication, l'appel à témoignages et la liste de médias à contacter. La couverture se fit en vagues, d'abord locale puis régionale. L'équipe posta des extraits d'entretien avec des spécialistes, un sociologue commentait les dynamiques de pouvoir et un juriste expliquait en 150 mots les démarches pour déposer plainte. Les réactions se multiplièrent et la première grande répercussion arriva quand une figure politique locale partagea le post avec un commentaire de soutien. Les notifications commencèrent à sonner sur des dizaines de téléphones. La tension numérique traduisait l'urgence humaine. Les partages augmentèrent, la pression monta et la stratégie digitale transforma le scandale en une cause visible. Si vous avez ressenti de la colère en écoutant cela, alors vous n'êtes pas seul. Si vous avez été touché ou si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable, dites-le dans les commentaires, en commençant par « je l'ai vu » ou « jamais vu ». Partagez un détail concis, une date ou un lieu. Chaque histoire ajoutée aide à construire une carte d'expérience qui peut protéger d'autres travailleurs et orienter les soutiens locaux. Votre mot compte ici comme une preuve sensible et comme un geste de solidarité. Racontez simplement et respirez. En échange, on continuera de publier des ressources pratiques, des contacts d'associations et des réponses juridiques. Maintenant, revenons à la marche qui allait transformer une indignation en rue. La ville se remplit de corps et de voix le jour de la manifestation. Le soleil faisait luire les panneaux et on sentait le parfum de sueur et de chaleur humaine. Les marches partirent de la place du marché, où on avait accroché des banderoles et avancèrent vers le siège social. La foule chantait, on entendait des tambours lointains et des cris qui se mélangeaient aux klaxons. On voyait des pancartes écrites à la main, des photos d'Awa, des slogans qui reprenaient le mantra. La tension monta lorsque la délégation essaya d'entrer dans le hall de siège social. Lucien Moreau se planta devant les portes vitrées entouré d'avocats et de gardes du corps. Son costume sentait le cuir et le désintérêt. Le face-à-face devint verbal et enflammé. « Vous n'avez pas le droit de nous humilier » hurla Leila. « La sécurité a ordre de ne pas vous laisser passer » répondit un homme en cravate. « Nous demandons une rencontre publique » dit Jean-Marc. « Il n'y aura pas de spectacle devant nos locaux » dit un conseiller juridique. « Ouvrez la porte » cria Claire. « Non » répliqua Lucien. « Vous n'êtes pas à votre place » lança-t-il encore avec un rire mauvais. « Nous ne sommes pas des ombres » cria Awa. « Vous avez de l'argent et du pouvoir, mais pas le droit d'écraser » dit Sophie. « Quelles sont vos revendications » demanda un journaliste sur place. « Des excuses publiques et des réparations » déclara Malik. « Et une charte de respect pour tous les travailleurs » ajouta Fatou. Le conflit verbal compta 10 échanges tendus, des hurlements, des injures et des paroles qui cherchèrent à blesser. À un moment, la foule poussa en direction des portes, les pas résonnèrent, la poussière du trottoir monta et un sifflet retentit. La scène fut filmée en direct, la presse nationale reprit les images et la pression se mua en couverture généralisée. Moment de tension 1. Le PDG quitta son bureau sous escorte, mais la foule ne recula pas. Un homme en costume cracha des mots et un jet d'eau d'un extincteur fut projeté sans avertissement. Les manifestants reculaient, les visages se crispaient, la fumée d'un fumigène rouge se mêlait à l'odeur de plastique chauffé. On entendait des ordres martelés, des sirènes au loin et des respirations qui se faisaient plus lourdes. Les mains se serrèrent sur les pancartes et une colère concentrée devint une force tangible. La situation resta proche de l'explosion pendant quelques minutes où l'on célébrait la dignité et où l'on craint le pire. Le discours public transforma la colère en argument. Sur une estrade improvisée, Awa prit le micro, sa voix trembla puis gagna en assurance. Elle parla de travail, de petites heures et de nuits passées à économiser. Elle nomma les injustices subies et expliqua pourquoi l'insulte n'était pas une anecdote mais la pointe d'un système. Des soutiens montèrent au micro à leur tour et la presse filma chaque moment. Pierre, un enseignant, donna un témoignage pédagogique. Léa, une avocate du syndicat, expliqua les voies légales et cita des articles de loi. Un conseiller municipal annonça l'ouverture d'une enquête administrative. La rhétorique construite servit à catalyser des soutiens nouveaux et à donner un cadre aux demandes. Les mentions dans la presse écrite et audiovisuelle se multiplièrent. La couverture accroissait la légitimité de la cause.
Des associations offrirent de l'aide financière et logistique. 8 noms d'appui furent cités et reconnus publiquement comme garants du collectif. L'effet fut immédiat. La réputation de l'entreprise chancela et la question devint institutionnelle. Un procès possible commença à être évoqué par des experts dans une vignette explicative de 300 caractères qui résumait les étapes, les preuves requises et les délais. Moment de tension 2. Les avocats du PDG envoyèrent une lettre de mise en demeure, menaçant de procès pour diffamation. Le collectif hésita, les discussions internes furent vives. Des doutes surgirent, la peur du coup d'un procès, la peur des représailles. Professionnels, des pressions anonymes commencèrent à arriver sur les téléphones. Les membres du groupe sentirent l'air devenir plus lourd. Leurs mains tremblaient en écrivant des réponses, et la solidité du groupe fut mise à l'épreuve. La riposte fut organisée. Ils constituèrent des comités, clarifièrent des rôles et renforcèrent la sécurité numérique et physique. Un groupe juridique prit en charge le dossier pour préparer une contre-plainte pour harcèlement moral et discrimination. Les réunions se déroulaient dans la salle paroissiale. L'odeur des bougies et du pain réchauffait l'ambiance. On créa un planning de prise de parole, des porte-paroles officiels et une permanence pour les témoignages. On établit un protocole pour documenter chaque événement et pour protéger les témoins. La coordination se fit en comité. Communication, logistique, juridique, soutien psychologique et finances. Chaque comité avait un chef nommé et un rapport hebdomadaire. Sophie prit la direction de la communication digitale. Pierre organisa les relais avec les écoles et les syndicats. Léa prépara les actions juridiques. Malik sécurisa les archives et Claire mit en place la cellule d'écoute. Des réunions publiques furent organisées, des formations au bouche à oreille furent dispensées et la ville vit apparaître des affiches et des stands d'information. Le récit collectif se structura et gagna en résistance. Moment de tension 3. La décision d'intenter un recours fut annoncée et la menace d'une longue bataille judiciaire planait. On reçut une offre d'indemnisation privée à 2 millions d'euros pour acheter le silence. La proposition mit le groupe face à un dilemme moral. Accepter pour soulager immédiatement Hawa et sa famille ou refuser pour faire évoluer une norme sociale. Les discussions furent houleuses. On sentit la douleur de l'argent contre la valeur de la dignité, et les nuits furent sans sommeil. Ils firent un choix public. La délégation rejeta l'offre de silence et exigea des mesures structurelles publiques. La décision fut annoncée lors d'une conférence de presse et accueillie par des applaudissements et des larmes. Les débats internes furent affichés avec transparence et la décision devint un marqueur d'éthique pour le mouvement. Le syndicat proposa des négociations encadrées par un médiateur et la mairie annonça l'ouverture d'une commission de contrôle. Des actions concrètes furent mises en place. Campagne de formation pour employeurs, ligne d'écoute pour travailleurs, conventions signées entre entreprises et syndicats pour prévenir les humiliations. Des fonds furent collectés pour soutenir les procédures et des dons arrivèrent pour les victimes. L'organisation continua de s'étoffer. Des comités locaux s'installèrent dans les quartiers, des ateliers de formation furent mis en place pour apprendre à documenter les abus et à agir en sécurité. On développa des kits pratiques pour déposer une plainte, des modèles d'e-mail et des guides pour prendre soin de soi après une humiliation. Le collectif créa des partenariats avec des associations de santé mentale et des centres juridiques. Des bénévoles proposèrent du temps pour garder des enfants pendant les réunions, des artisans fabriquèrent des pancartes et des restaurateurs offrirent des repas gratuits lors des rassemblements. 8 personnes ou structures furent citées pour leur rôle concret. L'association Droit et Travail, la clinique solidaire, le syndicat CGT local, la radio La Voix du quartier, le café Le Comptoir, l'école professionnelle, la mairie d'Évry et le collectif des femmes en action. Chacun prit une fonction visible et mesurable pour faire vivre la revendication au-delà d'un épisode médiatique. 1 mois après l'affaire, les choses avaient déjà évolué. La mairie ouvrit une cellule de médiation et la commission locale lança une enquête administrative. Des protocoles de respect dans les entreprises furent proposés en réunion publique. Les premières formations pour managers furent programmées et une hotline pour travailleurs fut mise en place. Des dons permirent de couvrir les premières dépenses juridiques. La visibilité de l'histoire engagea d'autres témoins à parler. La phrase « Nous ne sommes pas des ombres » circulait désormais sur des tracts et des t-shirts. La presse locale suivit avec régularité et les soutiens se multiplièrent. 3 mois plus tard, la plainte officielle contre le PDG avait été enregistrée. Des auditions eurent lieu et des preuves documentaires furent présentées. Des protocoles de prévention furent adoptés par plusieurs entreprises du secteur et des engagements publics furent pris.
La médiatisation avait poussé des élus à proposer un texte de loi local sur la protection des travailleurs contre l'humiliation et le harcèlement public. Le groupe prit part aux discussions et obtint la promesse d'une session de formation obligatoire pour les cadres de grandes entreprises. Les formations commencèrent et des corrections de pratiques furent engagées. 6 mois plus tard, le paysage avait changé de manière tangible. Le PDG avait dû présenter des excuses publiques et l'entreprise accepta de financer des actions de formation et de prévention. La commission rendit des recommandations qui furent intégrées dans des chartes de bonnes pratiques signées publiquement. Le collectif continua d'exister sous forme d'association, la hotline devint permanente et des fonds de solidarité furent créés pour soutenir d'autres travailleurs. Awa put dire que son fils avait reçu une bourse et que leur quotidien avait retrouvé une respiration. La ville avait gagné des outils et une conscience nouvelle. La phrase « Nous ne sommes pas des ombres » résonnait toujours, mais elle n'était plus seulement un cri, elle était devenue un principe de travail collectif. Ce qui avait commencé comme une injure adressée dans un salon privé avait ainsi allumé une dynamique publique et structurée. La dignité du travail avait trouvé des voies et des institutions pour la défendre. Si cette histoire vous a parlé, partagez-la et abonnez-vous pour suivre les suites de ce combat. Quand beaucoup refusent de se taire, la ville entière apprend à écouter.